va pas se mettre là. Je vous en prie, madame, venez me rejoindre. Bonjour à tous, je suis Clarisse Angelier, je dirige l'Association nationale pour la recherche et la technologie et j'ai le plaisir de vous accueillir avec la directrice des programmes stratégiques, madame Valérie Marceau-Voinard. J'espère ne pas écorcher votre nom, vous me corrigerez ensuite. Alors déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue, remercier la BNF pour son accueil et puis remercier la Fondation fondamentale, madame le professeur Marion Leboyer et vous-même, la direction générale de l'INSERM, pour nous avoir proposé de mener ces travaux, de mener ce colloque, qui n'est pas tout à fait dans la zone de légitimité habituelle de l'ANRT, mais c'est vrai qu'in fine, quand on croise santé mentale, je vais y revenir après, et innovation, eh bien, on peut considérer que l'ANRT a toute sa place pour y travailler. Alors l'ANRT, généralement, travaille sur les questions de l'organisation de la recherche en France, travaille sur l'énergie, le numérique, le spatial, la pédagogie aussi, toujours au prisme de la R&D, comment faire que nos 10 000 membres, personnalités physiques de tous les horizons en termes de secteur d'activité et de discipline académique, puissent échanger pour booster leurs relations de recherche et d'innovation et conduire à une meilleure compétitivité de la Maison France et une bonne employabilité aussi, non seulement de nos chercheurs, des emplois scientifiques, mais aussi de tout ce qui confère ensuite tout ce qui confine ensuite à la production. Alors, je ne vais pas être longue, je vais rappeler que c'est un sujet d'importance, la santé mentale, parce que c'est souvent mal porté. Enfin, c'est pas comme d'autres, comment dirais-je, situations personnelles. On a parfois un complexe à évoquer ces choses et que c'est peut-être un avantage ou une conséquence favorable du Covid qui fait que le bien-être de la personne est peut-être ressurgi dans la société et qu'il devient plus aisé de parler de ces choses. Et Madame Leboyer va nous donner des chiffres qui sont tout à fait impressionnants et on voit qu'il y a effectivement urgence à s'y inquiéter. Alors, que fait la NRT de ces travaux, au-delà de vous permettre de vous enrichir en échangeant les uns avec les autres? Et je remercie les intervenants, je remercie aussi Nadège Bouquin qui a beaucoup œuvré à la réussite, je l'espère, de cet événement. Merci Nadège. Ce qu'on fait des travaux, ce que la NRT fait de ces travaux, c'est que généralement, elle publie quelque chose avec des formats différents et surtout, elle rapporte aux décideurs politiques, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau parlementaire. Donc, on a 2 doctorants de CIFRE qui ont accepté de venir travailler avec nous pour rédiger quelque chose ensuite. Et évidemment, il sera fait le meilleur écho, le plus large possible des travaux que nous aurons produits aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre présence. Madame, je vous cède la parole. Merci Clarisse, bonjour à tous. Donc c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de vous accueillir au nom de l'INSERM, l'organisme national de recherche dédié à la santé humaine et aux côtés donc de la NRT, à ce colloque dédié à la recherche et à l'innovation en santé mentale. En la matière, il y a urgence à agir, il y a urgence à agir tous ensemble. La détresse des familles, des patients nous y oblige. Nous devons faire mieux collectivement. Je suis désolée, je suis émue parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui souffre de cela. Nous devons faire mieux collectivement et la recherche est là pour nous y aider. C'est pourquoi je remercie chaleureusement tous les intervenants de grande qualité de leur participation aujourd'hui, mais surtout de consacrer au quotidien, je n'avais pas anticipé ça, je suis désolée, mais surtout de consacrer au quotidien leur expertise et leur énergie à cette recherche, que ce soit des médecins, des chercheurs, des industriels, des représentants de patients, des administrations. Toutes vos interventions aujourd'hui sont extrêmement motivantes et j'espère que vous allez les apprécier. Donc la recherche en santé mentale, c'est un axe prioritaire de l'INSERM qui est porté par son président, Gilles Bloch, qui nous fera le plaisir de partager sa vision avec vous en clôture de ce colloque.
Notre actualité dans le domaine, c'est un grand programme national de recherche, le PEPR PROPSI, qui est sur la psychiatrie de précision. Il est ouvert à toute la communauté, il est copiloté par l'INSERM et le CNRS. Et Madame le professeur Marion Leboyer est la directrice de ce programme national. Et elle nous fait également l'honneur de présider ce colloque. Le programme de ce jour est dense et s'annonce passionnant. C'est juste un aperçu du dynamisme et du potentiel de ce champ de recherche. C'est aussi une confirmation de l'engagement de tous les acteurs que vous représentez aujourd'hui sur scène et dans la salle pour mieux comprendre les maladies mentales et surtout mieux prendre en charge les personnes qui en souffrent. Belle journée à tous. Bonjour à tous. Nous avons une journée dense en effet devant nous. Quelques petites questions d'organisation. Je vous rappelle de bien parler dans le micro directement. On me l'a rappelé en régie. Et nous sommes aussi en direct sur YouTube avec des participants connectés. Donc je vais inviter maintenant Madame la Présidente du colloque, le professeur Marion Leboyer, à venir à la tribune, ainsi que Madame Durand-Zaleski et Monsieur Sviboda, pour 3 prises de parole inaugurales de cadrage qui vont nous donner un certain nombre de repères pour bien commencer cette journée. Madame Leboyer, c'est à vous. Marche pas pour le moment. Votre présentation va s'afficher en régie. La présentation de Madame Leboyer. La voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à Clarisse Angelier. Merci à Valérie Azoyau qui représente l'INSERM. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans ce bel auditorium de la Bibliothèque nationale de France, qui me semble tout à fait propice à ce sujet important que nous allons donc traiter toute la journée, qui est les espoirs que tous nous fondons dans la recherche et l'innovation pour améliorer la prise en charge des patients. Donc je me présente brièvement, je suis psychiatre, je travaille à l'hôpital Henri Mondor, à l'Université Paris-Créteil et à l'INSERM, et je dirige la Fondation Fondamentale, qui est l'un des structures qui est associée à la construction de cette belle journée sur l'innovation. Donc je vais faire une brève introduction autour des thèmes qui vont être, je pense, discutés toute la journée, pour essayer de passer en revue pourquoi est-ce que c'est tellement important à nos yeux d'innover dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on peut lancer et espérer des découvertes et des innovations? Et puis, bien sûr, essayer de voir avec vous quels sont les freins à cette innovation et comment est-ce qu'on peut les lever ensemble. Alors, premier point, pourquoi innover en psychiatrie et en santé mentale? Vous le savez tous, c'est un des plus grands défis du XXIe siècle, pour plusieurs raisons, et essentiellement celle de la fréquence de ces pathologies. Ce sont des maladies qui font que tous, dans cet amphithéâtre, nous sommes concernés. Quand on parle de maladies mentales, de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie, mais aussi de pathologies neurodéveloppementales, de troubles anxieux, bref, de toute une série de pathologies dont nous avons tous entendu parler, que nous soyons nous-mêmes d'ailleurs atteints de ces maladies ou que nous ayons des proches qui en sont atteints. On estime qu'un Français sur 3 a été, est ou sera atteint par une maladie mentale, que c'est la première cause d'année de vie perdue, 15 ans de réduction d'espérance de vie, qui a encore aujourd'hui 10 ans de retard de diagnostic et 6 000 morts par suicide par an. On sait aussi que ces chiffres ont été considérablement augmentés par la pandémie, qu'on ait été soi-même atteint de Covid ou qu'on ait été exposé à toutes les circonstances et la situation difficile que nous avons eu à vivre. Seconde raison, et Isabelle Durand-Zaleski reviendra bien plus en détail que moi, c'est le coût sociétal et le coût économique de ces pathologies. On sait en France que c'est le premier poste de remboursement de l'assurance maladie. Vous avez en dessous un tableau qui vous montre que les maladies mentales sont tout en haut de ces dépenses, avec 23 milliards d'euros en 2020 et un coût direct et indirect qui est passé de 109 milliards d'euros en 2009 à 160 milliards d'euros en 2019. Ce sont des chiffres qui sont encore plus impressionnants à l'échelle mondiale, ce qui fait que l'OMS a depuis 2020 dit que les maladies mentales étaient la première cause mondiale de handicap. C'est aussi la première cause de dépenses de santé, 600 milliards d'euros par an, et la première cause d'année de vie perdue à cause des maladies. Donc des chiffres tout à fait impressionnants. Et face à ces chiffres très impressionnants, un financement de la recherche qui, aussi bien au plan international et encore plus en France, ne sont pas au rendez-vous.
Le pourcentage du financement de la recherche en psychiatrie au plan international est bien loin derrière les cancers, l'infection, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires. Et en France, le budget qui est consacré à la recherche en psychiatrie reste à la traîne par rapport aux autres pays auxquels, par exemple, cette étude que nous avions faite avec l'équipe d'Isabelle Durand-Zaleski avait été comparée, avec un budget de 2 à 4% de pourcentage du budget de la recherche en France attribué donc aux maladies mentales ou aux maladies, enfin, à la santé mentale. Et pourtant, et je voudrais vraiment qu'on soit positif aujourd'hui, innover en psychiatrie, c'est possible et c'est maintenant qu'il faut le développer. Et je vais résumer les 5 principales innovations qui ont été développées en 2021. Et vous allez voir que le champ est fertile. À gauche, on a eu dans un cadre thérapeutique qui est extrêmement grave, qui sont les dépressions résistantes, c'est-à-dire les personnes qui ne répondent pas aux stratégies thérapeutiques classiques. Eh bien, il y a eu des nouvelles stratégies thérapeutiques pour la dépression résistante, qui sont les médicaments liés à la kétamine et à l'eskétamine. C'est 300 millions presque de patients déprimés qui sont aujourd'hui malades dans le monde, et on sait que 2 tiers de ces patients ne répondent pas aux traitements existants et que ces chiffres ont été encore considérablement augmentés dans le contexte de la Covid. Deuxième innovation, les téléconsultations qui ont explosé pendant les premiers confinements et qui sont de l'avis des usagers, qu'ils soient patients ou professionnels, tout à fait appropriées. Troisième innovation, l'intelligence artificielle et les bases de données. Et vous avez là peut-être en trop petit une étude qui a été faite par l'équipe de Richard Delorme et qui a permis de montrer, à l'aide de l'accès aux bases de données de la PHP, que pendant le premier confinement, il y a eu une augmentation extrêmement importante des tentatives de suicide chez les jeunes filles, avec une exploration des raisons, tout ça grâce aux bases de données à l'intelligence artificielle. Quatrième exemple, l'explosion des psychédéliques, et en particulier de la psilocybine, qui est une nouvelle stratégie thérapeutique des troubles de l'humeur. Et puis 5e exemple, dont on entendra beaucoup parler aujourd'hui, les outils numériques, qui sont à la fois des outils qui permettent d'être beaucoup plus précis dans l'évaluation quantitative, écologique des pathologies psychiatriques, mais qui aussi leur apportent un certain nombre de stratégies thérapeutiques auxquelles ils n'ont pas toujours accès. Alors ceci dit, après ce panorama un petit peu positif, il y a des freins. Vous savez tous que l'industrie pharmaceutique, depuis plusieurs décennies, s'est retirée majoritairement du développement d'innovation thérapeutique, et il me semblait important d'essayer de lister des raisons qui expliquaient ce retrait et probablement les échecs des essais thérapeutiques auxquels on assiste encore aujourd'hui. Il y a 3 raisons, me semble-t-il, pour expliquer les échecs des essais thérapeutiques. Le premier, c'est le fait qu'on utilise des critères d'inclusion qui sont incorrects, parce que les pathologies sur lesquelles on travaille sont hétérogènes et qu'on n'utilise pas assez dans les essais thérapeutiques les biomarqueurs de stratification. Deuxièmement, on ne prend pas en compte l'évolution de la maladie. Les pathologies sur lesquelles on travaille sont des pathologies chroniques qui évoluent par stade, mais les patients inclus dans les essais sont en général sévères, chroniques, résistants, polymédiqués et sont inclus des années après le début de leur maladie. Et puis troisième point, les médicaments qui sont testés ne ciblent pas un mécanisme précis. La plupart des traitements sont dirigés encore aujourd'hui vers la voie de ce qu'on appelle les monoamines et non pas toute une série d'autres voies biologiques dont on sait aujourd'hui qu'elles sont impliquées dans les maladies mentales. Donc il y a 3 règles qu'il faudrait qu'on applique, qui sont les règles de la médecine de précision, qui a été déployée avec succès dans le traitement des cancers ou des maladies cardiovasculaires. La première, c'est qu'on doit avoir des cibles précises et exactes qui nous permettent de cibler un mécanisme étiologique spécifique. Le deuxième, c'est qu'on a besoin de biomarqueurs précis qui permettent de sélectionner un patient donné ou un groupe de patients donnés. Le troisième, c'est qu'on a besoin de mesures d'efficacité objectives pour évaluer l'efficacité des traitements. Donc la médecine de précision, et en particulier la psychiatrie de précision, est résumée sur cette diapositive. Et en France, on est très bon en couture, et je pense qu'il est temps de passer non pas vers le même tailleur pour tous, mais vers de la précision en médecine et avec de la haute couture, parce que vraiment c'est ça aujourd'hui qui freine la recherche et le développement d'innovations thérapeutiques. Alors on dispose, et c'est aussi ça que sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, de toute une série d'outils de l'innovation qui doivent être déployés au service de la psychiatrie. Le premier, c'est la récupération automatique des données de patients. Le deuxième, c'est l'utilisation d'alertes ciblées qui permettraient au case manager de réagir au plus tôt en cas de signe de rechute. Le troisième, c'est la possibilité, grâce au smartphone, de pouvoir avoir accès à toute une série de données passives qui nous permettent de suivre toute une série de paramètres comme le rythme circadien, l'activité physique, l'activité sociale, etc. Et puis l'accès à des outils thérapeutiques sur son ordinateur qui permettent donc de permettre aux patients d'avoir accès à des stratégies thérapeutiques auxquelles ils n'ont pas toujours accès.
Le deuxième outil extrêmement important dans les technologies numériques pour la santé, c'est les plateformes. Et avec la région Île-de-France et la Fondation fondamentale, on a eu l'occasion de déployer toute une série de plateformes pendant les premières phases de la pandémie, en particulier les lockdowns. Et par exemple, la plateforme Écoute étudiants Île-de-France. Et on a lancé la semaine dernière avec Humans Matter une plateforme pour les patients neuropsychiatriques post-Covid. Et on va lancer dans les jours qui viennent une plateforme en faveur des réfugiés ukrainiens. Troisième exemple, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que la voie de la sérotonine ou des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les maladies mentales, mais la recherche a montré qu'il y a toute une série de cibles nouvelles qui pourraient être étudiées et ciblées pour des innovations thérapeutiques. Bien sûr, et on va l'entendre ce matin, les anomalies de connectivité cérébrale et les anomalies synaptiques, mais aussi les anomalies immunologiques, les anomalies du métabolisme et les dysfonctions mitochondriales. Toutes ces voies biologiques permettent de trouver des biomarqueurs, de cibler des mécanismes que ensuite des médicaments ou des autres stratégies thérapeutiques, comme par exemple des régimes alimentaires, peuvent cibler. Quatrième exemple, l'imagerie cérébrale qui permet d'être beaucoup plus précis dans l'utilisation d'une stratégie thérapeutique ou des stratégies thérapeutiques qui sont les stimulations magnétiques transcrâniennes dont on entendra aussi parler aujourd'hui. Et puis il y a aussi la prévention dont on n'entend pas beaucoup parler en psychiatrie et pourtant on devrait être capable de faire de la prévention primaire en suivant les populations à risque, par exemple en identifiant très tôt les prodromes chez les jeunes adultes, en suivant les personnes qui ont eu des infections sévères, en particulier post-Covid, pour pouvoir dépister très tôt le début des pathologies psychiatriques, et puis en suivant les personnes qui ont été exposées à des traumatismes sévères. On devrait être capable d'être meilleur en prévention secondaire, en réduisant les délais du diagnostic, je vous ai dit 10 à 15 ans de délai entre le début d'une maladie et son diagnostic, en utilisant des marqueurs de prédiction de la réponse thérapeutique, et puis en dépistant et en soignant les comorbidités somatiques qui sont aujourd'hui la première cause de mortalité de nos patients. Et puis prévention tertiaire, on est dans l'obligation de déployer l'ensemble des stratégies thérapeutiques pour une personne donnée et qui ne sont pas que les médicaments, mais qui sont aussi la prise en charge psychosociale, les règles d'hygiène de vie et toute une série de stratégies thérapeutiques que nous devrions mieux déployer. Donc ça, c'est le résumé de tous les facteurs de risque qui sont dans la boîte à outils de la prévention, qu'il s'agisse des outils ou des stratégies de prévention au niveau individuel ou au niveau populationnel, où on pourrait être bien meilleur pour déployer des stratégies de prévention. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a un lien étroit entre la pollution et les maladies mentales. Et par exemple, vous avez sur la droite une étude qui a été faite dans mon laboratoire par Baptiste Pignon et qui montre l'augmentation des consultations pour rechute de psychose quand il y a des pics de pollution en région Île-de-France. Autre exemple, l'alimentation. On sait qu'une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation est un des principaux facteurs de déclencheurs de maladies, y compris de maladies mentales. Et pour autant, ce n'est pas quelque chose sur lequel on agit suffisamment pour informer la population. Et ça entraîne la survenue de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui associe hypertension artérielle, obésité, glycémie, anomalie lipidique, qui sont 2 à 4 fois plus présentes, plus fréquentes chez les malades atteints de maladies mentales. Et pourtant, 80 à 90% d'entre eux ne sont ni diagnostiqués ni pris en charge parce qu'on garde des images fausses sur ces maladies qui sont le clivage entre ce qui sont les maladies de la tête et du cerveau et la prise en charge somatique. Alors vous allez entendre parler aussi ce matin de la notion de brain capital, qui est une notion assez simple finalement, qui est que les sociétés sont plus efficaces et plus utiles quand on prend en charge tous les outils qui nous permettent d'avoir un cerveau en bonne santé et un cerveau compétent. Et c'est tous les outils qu'on est en train de développer avec Pavel Sviboda et d'autres dans le monde pour développer les outils qui nous permettent de mesurer, de suivre et de financer des stratégies pour améliorer la notion de brain capital. Et aussi pour démontrer que c'est comme ça qu'on stimule l'économie en utilisant et en déployant tous les outils qui nous permettent d'avoir des cerveaux en bonne santé. La notion de communication est aussi quelque chose dont l'innovation a très besoin. Aujourd'hui, peu de personnes parlent de maladies mentales, ça s'améliore et ça c'est un exemple, c'est-à-dire que les athlètes et les artistes ont très récemment pris la parole pour parler de leur dépression sur les plateaux de télé ou en chantant ou sur des affiches. Et vous avez là l'exemple de Michael Phelps, mais aussi de Naomi Osaka et puis de Stromae qui se sont exprimés publiquement pour dire qu'ils avaient eu soit des idées suicidaires, soit des épisodes dépressifs. Alors ceci dit, après ce panorama un peu optimiste, il y a aussi des freins et j'aimerais bien que cette journée permette de les évoquer pour savoir comment nous pourrions les lever. Et ces freins, c'est une liste non exhaustive. Je pense qu'on terminera la journée sur la liste de ces freins. C'est des freins qu'il faut qu'on lève pour stimuler l'innovation.
Il n'y a pas suffisamment de culture à l'innovation en psychiatrie dans les CPP, qui en général n'ont même pas de psychiatre qui siège. Il y a peu d'essais thérapeutiques en France, en tout cas insuffisamment. Il y a peu de partenariats publics-privés. Il y a peu de financement de l'innovation. Il y a peu de prise de risque, malheureusement, de ce qu'on appelle le capital risque. Il y a peu d'incitation à mettre en œuvre les innovations en pratique, et pourtant elles existent. Il y a peu de communication sur les innovations, il y a peu d'incitation à l'innovation, et passer de la dotation globale, dont peut-être Isabelle parlera tout à l'heure, à une dotation qui tienne compte du déploiement des solutions innovantes serait important. Et puis il y a des prix finalement qui sont peu incitatifs pour les industriels, car ils utilisent des références anciennes, et ça entraîne un manque d'attractivité économique. Et je pourrais continuer la liste, mais sinon ça serait écrit trop petit. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Et nous devons essayer de développer une innovation responsable. Parce que, comme vous en avez sûrement entendu parler, il y a aujourd'hui un phénomène de ce qu'on appelle la grande démission, c'est-à-dire le départ de toute une série de personnels soignants de l'hôpital. Et on a besoin, pour que l'innovation se déploie, qu'ils reviennent à l'hôpital et qu'ils continuent à faire de la recherche. On a besoin aussi d'intégrer des indicateurs RSE dans l'innovation en santé mentale, environnement, économique et sociaux. Et puis on a besoin de faire participer beaucoup plus les patients à l'innovation. En conclusion, on a toute une série d'outils qui nous permettent de soutenir l'innovation pour qu'on ait des cerveaux en bonne santé. Et j'espère qu'avec cette petite introduction, vous aurez compris qu'il est urgent d'investir dans la recherche et dans l'innovation en santé mentale. Je vous remercie. On a dit qu'on n'avait pas de temps de questions, donc je vais passer la parole tout de suite à Isabelle Durand-Zaleski, qui est professeure à l'Université Paris-Est-Créteil, qui est une grande spécialiste des enjeux médico-économiques et en particulier en santé mentale, et qui est aussi la directrice de l'URQECO Île-de-France. Isabelle, merci beaucoup. Zut, on part en arrière. Merci beaucoup. Donc l'économie de la santé, en fait, son objectif n'est pas, comme on le croit malencontreusement parfois, de réduire les dépenses de santé. Ça, de toute façon, ça ne s'est jamais produit nulle part. Ni juste de calculer des coûts, mais de faire en sorte que les décideurs aient un outil pour savoir quelle est l'allocation, l'utilisation des ressources de système de santé qui va produire le maximum de santé pour la population. Donc on est vraiment sur l'idée d'avoir à chaque fois combien de santé va être produite grâce à une dépense donnée. Alors, donc pour illustrer qu'en effet, dans le domaine de la psychiatrie, on part d'assez loin, je vais juste raconter ce qui est arrivé à Marion Leboyer quand elle a pris la direction du service à Créteil. Donc apparemment, un patient a mis sous la porte de son bureau un petit mot disant « Je suis là depuis 21 ans, je souhaiterais sortir ». Et donc, 21 ans d'utilisation du service de psychiatrie est probablement pas le meilleur moyen, là, vous voyez, d'avoir de la santé pour ce patient qui, visiblement, enfin, même s'il semblait guéri puisqu'il voulait sortir, a fait quand même coûter relativement cher. Alors, donc, on va parler du coût direct et indirect de la psychiatrie. Marion vous a déjà montré une partie du sujet. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on distingue dans les coûts d'une pathologie ce qui relève du système de santé et ce qui relève de l'extérieur du système de santé, et puis ce qui est directement lié à la prise en charge de la maladie et ce qui est des conséquences de la maladie. Et c'est pour ça qu'on a ce tableau à 4 cases où vous avez, en fait, pour la psychiatrie, vous allez voir que chaque case est particulièrement bien fournie. Donc, dans la partie qui est en haut, zut, c'est là où ça va mal, voilà. Dans la partie qui est en haut à gauche, c'est ce qui relève en gros de la consommation de soins et biens médicaux. Donc, c'est ce qui entre dans le périmètre de la loi de finances de la sécurité sociale, de l'assurance maladie. Et là, on en a déjà parlé, vous verrez les chiffres. C'est, pour la France, c'est facile, c'est très bien chaque année fourni par l'assurance maladie dans leur rapport charges et produits, donc préalable au vote de la loi de finances de la sécurité sociale. C'est 23 milliards qui comprennent à la fois les maladies psychiatriques identifiées comme telles, avec un algorithme, puisque vous savez que l'assurance maladie a pu bien médicaliser maintenant sa recherche sur les dépenses de santé,
Et donc, à la fois les maladies identifiées avec un diagnostic maladie psychiatrique et les utilisations de psychotropes pour les patients sans qu'il y ait eu d'hospitalisation qui permettent de relier à un diagnostic psychiatrique. Donc 23 milliards d'euros, comme Marion vous l'a dit, c'est le premier poste de dépenses en France. Donc quand on dit « oh là là, le cancer, Alzheimer, etc. », en fait, les maladies psychiatriques sont le premier poste de dépenses en France. Et donc là, c'est bien la case qui est en haut à gauche. Ensuite, quand on se déporte toujours sur la même ligne en haut à droite, là, ce sont les dépenses qui sont en dehors de ce qui est remboursé par l'assurance maladie, mais qui sont dans le secteur médico-social, et aussi tout ce qui va être les aidants informels. Et ça, c'est un sujet qui est de plus en plus préoccupant pour tout un tas de maladies. C'est-à-dire qu'on voit que le rôle des aidants informels, de tout ce qui est directement utilisé pour prendre en charge les patients, mais qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie, se développe de plus en plus avec un certain nombre de pathologies chroniques pour lesquelles il n'y a pas de solution à l'intérieur du système de santé. Et puis donc ensuite, si on descend la ligne du dessous, donc ce qu'on appelle les coûts indirects, là aussi, c'est bien fourni dans le domaine de la santé mentale. La première case, donc en bas à gauche, c'est ce qui est médical mais indirect. Et là aussi, c'est ce dont Marion vous a parlé à l'instant, ce sont toutes les pathologies somatiques. Et il y a des travaux en cours à l'IRDES pour documenter le coût spécifiquement lié aux patients qui ont une pathologie psychiatrique associée à des comorbidités somatiques. Et les Anglais ont beaucoup travaillé là-dessus et ont montré que chaque fois que vous aviez une pathologie psychiatrique et des comorbidités somatiques, que ce soit cardiaque, diabète, hypertension, cancer, maladie rénale, maladie hépatique, c'était toujours beaucoup plus grave que lorsqu'il n'y avait pas une pathologie psychiatrique associée. Et donc, les coûts médicaux indirects en lien avec les pathologies psychiatriques sont également considérables. Alors, avec des raisons qu'on peut évoquer aussi, qui sont liées à la fois du côté de l'offre à une mauvaise prise en charge, donc ça c'est méchant, mais je pense que c'est un peu vrai, une mauvaise prise en charge, entre autres pour des raisons financières dont on parlera, et puis côté de la demande à une insuffisante demande de la part des patients, parce que, là encore, c'est circulaire, comme ils ont l'impression qu'on ne fait pas grand-chose pour leur maladie somatique, ils ne vont pas rechercher les médecins particulièrement. Et puis, donc, il reste la dernière case en bas à droite, qui est la partie perte de production. Et donc, la partie perte de production, là aussi, ça recouvre les décès prématurés. Et on a vu à quel point c'était important. Et ça recouvre ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire ce sont les personnes qui travaillent, mais en n'étant pas avec un capital cerveau qui permette de fonctionner au maximum. Donc à quoi ça ressemble? Donc ça ressemble à ça. Et les 4 cases, sur les 4 cases que nous venons de voir, en fait, il y en a seulement 3, puisque la partie somatique, on n'a pas réussi à bien la documenter. En revanche, vous avez ce qui représente la moitié du camembert, qui sont là autre chose, c'est la perte de qualité de vie, que l'on valorise également, et pour essayer d'être à peu près comparable avec ce qui a été fait dans d'autres études au niveau européen et mondial. Et donc, ce que vous voyez en gros, c'est que la partie, disons, bien documentée chaque année par l'assurance maladie, les fameux 23 milliards, représente finalement assez peu, ça représente à peu près un huitième de la dépense totale, c'est ce qui est dans la couleur la plus foncée, et que la majeure partie va être liée aux pertes de production, donc c'est un quart, et ensuite la moitié est ce que l'on fait à partir des données de perte d'années de vie en bonne santé et en perte d'années de vie tout court, qui est de les valoriser. Et ça représente la moitié de la dépense totale. Donc cette moitié de la dépense totale, c'est de dire, voilà, le but, comme je vous l'ai dit en introduction, de l'économie de la santé n'est pas de réduire les dépenses de santé. Et la preuve, c'est que nous mettons une valeur négative lorsque les gens meurent.
parce que là aussi, j'avais beaucoup entendu dans les débuts de l'économie de la santé, que ce soit en France ou ailleurs, hein, que finalement, c'est très bien quand les gens meurent, parce que comme ça, ils ne dépensent rien. Donc ça, c'est inacceptable à la fois moralement, parce qu'un pays qui dirait il faut que tout le monde meure, ça coûtera moins cher, n'est pas exactement un pays où vous avez envie de vivre. Et c'est inacceptable tellement que mathématiquement, nous avons donné une valeur, enfin c'est pas nous, c'est l'OMS, hein, une valeur à chaque année de vie perdue pour montrer qu'un pays qui fait des efforts pour améliorer la prévention, la prise en charge des patients, eh bien ça va se manifester sur un gain en termes d'argent par cette réduction des années de vie perdues. Donc chaque année de vie perdue, par convention, vaut à peu près 50 000 euros. Et donc, après, on peut jouer là-dessus. Hein, on peut dire c'est 40 000, c'est 30 000, c'est 100 000. Mais en gros, mondialement, pour les pays à niveau de vie élevé, on dit que c'est 50 000. Et donc, on utilise les données produites par l'Organisation mondiale de la santé sur le nombre d'années de vie en bonne santé perdues, qui sont ces produits par pays et par maladie. Donc nous avons le nombre d'années de vie perdues du fait des maladies psychiatriques et on l'a multiplié par 50 000 pour vous donner ce chiffre-là qui estime à peu près ce qu'on pourrait faire de mieux. Et ça, c'est complètement aussi en lien avec la notion de brain capital. Voilà ce que l'on perd en n'étant pas au mieux du fonctionnement de son cerveau. Et donc, voilà, vous avez le total en milliards d'euros pour la France. Hein. Alors, il y a du vrai argent et il y a du pas vrai argent. Hein. Donc, voilà, le vrai argent dépensé est constitué par la somme de la dépense assurance maladie, donc les 23 milliards, et de tout ce qui relève du secteur médico-social et des indemnités journalières. Donc ça, ce sont les 38 milliards. Ensuite, de l'argent perdu, donc pas dépensé, mais, parce qu'il n'a pas été généré, mais perdu, c'est tout le reste. Et donc l'argent perdu, c'est à la fois le temps des aidants, les pertes de production des patients, pertes de production des aidants, et la perte de qualité de vie, les pertes de vie en raison de la santé des pathologies psychiatriques. Et donc ce qui nous manque, c'est l'argent, là qui est de l'argent vraiment dépensé pour les pathologies somatiques et de l'argent non dépensé mais perdu en raison de la mortalité prématurée liée à ces pathologies somatiques. Donc vous voyez que c'est finalement plutôt une sous-estimation à la fois sur le poste argent vraiment dépensé, hein, puisqu'on n'a pas les maladies somatiques là, et sur le poste argent pas vraiment dépensé mais manque à gagner finalement pour le pays. Donc les comparaisons internationales nous ont assez réconfortés sur, non pas sur le résultat, mais sur la qualité de la méthode, c'est-à-dire que tout le monde trouve la même chose, ce qui fait que nous ne pensons pas avoir produit des résultats totalement aberrants. Et donc tous les pays font le même constat et retrouvent à peu près la même répartition entre les différents postes de dépenses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que les études du coût de la maladie ne sont pas tellement intéressantes. Une fois qu'on vous a donné le chiffre, on dit et voilà, c'est 38 milliards, et voilà, c'est 160 milliards. Si on ne dit pas qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une maladie a un coût très élevé au niveau national que ça justifie qu'on dépense plus ou moins. Il faut juste savoir ce qu'on peut faire de mieux, comme je vous le disais, comment produire plus de santé avec l'argent dépensé. Alors, parmi les problèmes, là on est strictement dans le domaine des coûts, hein, que nous avons identifiés. Pour moi, il y en a effectivement quelques-uns qui sont spécifiques de la santé mentale et puis d'autres qui sont plus généraux. Dans le cas de la santé mentale, Marion l'a dit, il y a quand même un gros problème qui est le financement du secteur psy. Et en particulier dans le domaine médicamenteux, effectivement, c'est quelque chose que... Alors moi, j'ai du mal à comprendre. Hein, c'est qu'ils n'ont pas l'accès au compartiment molécules innovantes qui existe dans le secteur du MCO, de médecine chirurgie obstétrique. Et donc, si vous avez des traitements coûteux à mettre en œuvre dans un hôpital d'aigu, MCO, vous les utilisez et ils sont facturés à l'assurance maladie en plus
du tarif du GHM. Alors ça, visiblement, ça ne marche pas en psychiatrie. Alors, ça a deux conséquences. D'une part, en effet, probablement les industriels sont un petit peu moins incités à développer des innovations des molécules coûteuses, mais également que pour des patients de psychiatres qui sont hospitalisés en psychiatrie et qui ont besoin d'une molécule onéreuse pour une autre maladie, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la prescription ne sera pas remboursée. Donc ça, là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui relève d'une modification réglementaire assez simple et qu'il faudrait quand même mettre en œuvre pour en effet déjà permettre une meilleure prise en charge des maladies somatiques pour lesquelles il y a des molécules onéreuses pour ces patients qui sont en psychiatrie. Alors l'autre sujet, Marion a parlé des solutions numériques et des alertes. Alors ça n'est pas du tout spécifique à la psychiatrie. Le problème des alertes, des solutions de suivi numérique, c'est qu'il faut du personnel derrière et que ça marche, par exemple, dans le cadre des expérimentations, des projets de recherche clinique tout court ou des expérimentations article 51, mais qu'un certain nombre de solutions de suivi numérique en vie réelle ont un peu échoué parce qu'il n'y a pas le personnel derrière. Et donc ça rejoint aussi le sujet de comment mettre en œuvre ces solutions pour qu'on puisse les faire fonctionner au mieux en situation réelle et dès que l'on est sorti de la situation expérimentale. Mais ça, je pense que c'est un sujet qui sera aussi abordé plus tard. Mais il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire que des dispositifs qui ont été remboursés, mis sur le marché avec un bon niveau d'amélioration du service rendu, finalement sont extrêmement peu utilisés, tout simplement parce qu'il n'y a pas le personnel derrière pour répondre aux alertes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. Et je passe la parole à Pavel Sviboda qui nous fait le très très grand honneur d'être venu participer et contribuer à cette journée sur l'innovation. Pavel Sviboda est le directeur général du Human Brain Project et il est aussi le directeur de eBrain. Et c'est aussi un fervent soutien de la notion de Brain Capital. Et donc je vous propose qu'on l'accueille avec peut-être des applaudissements pour le remercier de cette déplacement. Un grand merci Marion pour l'invitation et pour cette introduction. Marion m'a donné le feu vert à parler en anglais aujourd'hui. Je ne suis pas sûr si c'est acceptable pour tout le monde, mais si oui, je vais continuer en anglais. So I would like to take you today through the concept of brain capital, to which Marion has already alluded to. But I would like to put it also in the broader context of what is happening in the mental health and more broadly brain health debates in Europe and globally. So when I was preparing for today's seminar, I went back to the book by Thomas Insel, Healing, where he really compresses several decades of his impressive experience leading the mental health strategy in the United States. And I think what he says there is very telling, namely that there are two types of families. And he refers mostly to the United States, but I think we can say pretty much the same about Europe. The situation in the US is more serious in many domains, but nevertheless, that there are two types of families, those dealing with mental illness already and those not dealing with it yet, meaning they are likely to be exposed in the future. And he also draws the conclusion that it's not a crisis of prevalence, but it's a crisis of care. And why is this? It is because treatments are improving, but outcomes are not. So something is not working in between, namely the improving treatments do not deliver better outcomes. So there must be an issue at the systemic level, clearly. And the second conclusion he draws is that mental health is a medical problem, but the solutions are not just medical. And this is really what has taken
many of us towards the concept of brain capital. So the solutions are social, environmental, political. Turning point in mental health, or turning point for mental health, this is a quote from a recent speech 2 weeks ago from the Commissioner for Health, Stella Kyriakides. So she called this moment a turning point for mental health. And of course, there are many reasons for this, although we have to be cautious as well because we've heard this before. There have been turning points in the past, and the real meaningful turning point is the one that delivers some sizable progress. So what has also happened during 2022, I think is significant because there has been so much more attention attached to mental health, but also brain health. And you can see it at many levels, but one very important publication that was put forward by the World Health Organization in August, it's called Optimizing Brain Health Across the Life Course. It is significant because the World Health Organization has a strong impact on what happens nationally. It is an organization put in place in order to set the direction, and they do spend quite a bit of time on mental health versus brain health debates. So they make the conclusion that they are two separate but closely related concepts, and brain health surely is a determinant of mental health across the life course. And I think what is also happening is that there is more realization of both the societal and economic costs of mental health challenges today, but also in the future. This will be, together with neurological diseases, number one medical and societal cost in Europe in the next 2 decades. There is also growing acceptance of the fact that there has to be a comprehensive response. When you look at the other major, I would say, initiative during 2022, this is the European Commission's Healthier Together initiative on non-communicable diseases with a separate chapter on mental health and neurological disorders. Well, they put the emphasis on implementing mental health in all policies. That's exactly what needs to happen. Of course, the devil lies in the detail and in implementation. They also put a lot of emphasis on promoting mental health and prevention. And finally, they attach the right type of priority to providing equitable and timely access to high-quality mental health services. So these are the developments in Europe and globally. And as I mentioned, and as Marion also referred to, there is a new framework emerging. It's very fresh. It is literally about 2 years old, and it is the concept of brain capital. It is a framework that recognizes brain health and brain skills as key drivers of today's economy. And what is brain capital? It's the combination of knowledge and tools to maximize and sustain brain health and brain skills, both at the level of individuals and at the level of communities. And it is also a concept that looks at the broader socioeconomic foundations. So there has been quite a few approaches in the past at looking at these issues. There was, for example, a Beyond GDP intellectual movement, which tried to look at the component parts of what is well-being. Well, this is in the same category, but its focus is very much on brain health and mental health. What's extremely important in this concept is to look at the lifespan in its entirety. So starting from the childhood and adolescence challenges where impact on the plasticity of the brain is the greatest, over to the challenges of the older age where staying cognitively active is so important.
the value added of this concept is its holistic approach. And what it really seeks is to achieve also a structural change in how policies are organized. And with respect to mental health, it would lead to the emergence of an early warning system for mental health, something that colleagues in the Australian Mental Wealth Initiative have underlined, how we should develop new tools to measure, monitor, and forecast dynamics of mental wealth. We are developing right now the Brain Capital dashboard. The beta version is ready. It will be presented very shortly. It will have various indicators concerning the drivers of brain capital, the components of brain health, and the components of brain skills. And the next phase will be the Brain Capital Index that could be used more effectively by policymakers themselves. Now, this is a workshop on the innovation in mental health. So I would like to touch upon 4 areas which I see as very important in the coming periods. First of all, it is prevention. We have seen a big pivot towards prevention in the debates in the course of the recent periods. The European Academy of Neurology's Brain Health Strategy, published earlier this year, also another extremely impactful document, speaks a lot about prevention. Of course, again, the challenge lies in implementation. Only about 3% of national health budgets are devoted to prevention. So it's not sufficient to accept it at the conceptual level. It's also critical to implement it. But that's where a lot of innovation will take place. The second area I would highlight is the personalized management of mental disorders. And this is literally also a funding opportunity taken from the Innovative Health Initiative pipeline. I say pipeline because this is not yet a call that has been announced. It is an area where the Innovative Health Initiative, which is a public-private partnership with a very sizable impact, that's where it wants to invest in the next round of calls. So there will be a call on this issue. And in fact, my organization, eBrains, the research infrastructure, is also ready to support projects should some of you think of submitting for this very call. So it's personalized management of mental disorders. The focus is very much on digital health technologies. But what they have to demonstrate is added value for better management and care, as well as improved experience of patients with mental disorders. So what this call will be about is a delivery of what the IHI calls a reusable digital platform, a platform that could be used across different conditions and scenarios to diagnose, analyze, and integrate different types of clinical and patient data. Also, digital engagement tools will be funded for patients, caregivers, and other relevant actors. So that is the second area of innovation. The third is precision psychiatry. We have heard already that the pharma industry has largely turned away from this field, but where it remains interested and where its interest might grow is in the area of precision psychiatry, where the approach has been for about 10 years at least to combine findings from biology and the psychosocial understanding of disorders. So that's where the scientific work needs to go all the way from the molecular level to social determinants in order to understand behavior better. And the particular matrix that has been used here is the research domain criteria matrix that combines the different domains reflecting brain systems for which functioning is impaired with the different levels of analysis. And I put down a picture of the eBrains modeling tools because that is an example, and I will come back to it briefly in a second. That's an example of what the eBrains research infrastructure can
provides in support of precision psychiatry projects, namely different modeling tools which can help the experiments. And the fourth area of innovation is the neuroelectronic medicine, as I would propose to call it. You can call it neurotechnology medicine as well. And this is based on the realization that significant advances have been achieved also in the management of certain psychiatric diseases coming from neuroengineering approaches. And in particular, the refinement, the optimization of deep brain stimulation has advanced significantly. The level of resolution of the tools and hence precision has advanced to the extent that this is now a very significant, I would say, part of the armory in treating psychiatric disorders. But there are more fruits to collect, and one of them is clearly in the area of optogenetics, where the potential has not been unlocked yet. I want to mention the project of the European Health Data Space, because all these fields of innovation are, of course, essentially based on data. And the European Health Data Space, which is a fresh, recent project, but with an extremely ambitious objective of revolutionizing, and that's the language of the European Commission, revolutionizing access to health data. So that's where all the projects would contribute to, and this initiative is meant to open access to health data in a way that has not been seen before, basically making the GDPR reality somewhat easier for primary and secondary use. Secondary use is what interests my organization most, so research purposes. And that's where you would be able to receive the types of data sets you require based on a single data request. So this is indeed quite revolutionary in its intent. And I'm happy to come back to this later. What we're also seeing is that there is more support from the research infrastructures. So before I come to eBrains, I want to say a word about the Alliance of Medical Research Infrastructures that was formed in Europe earlier this year. And what they aim to provide is joint combined services in the different areas, for example, in the area of clinical tests. And this is extremely important that there are synergies created in that field so that duplication is avoided. Now, eBrains, and I will literally say only a couple of words about the research infrastructure. This is a dedicated set of tools and services for brain research. So it covers a range of tools from data services, so you can find and store data more easily. It's mostly anonymized research data that we work with. You also can find, by going into eBrains, the brain atlases for reference purposes. You can perform different modeling and simulation exercises as well. You can have model validation tools being made available. And then there are some brain-inspired technologies such as neurorobotics platforms, so you can perform experiments in a virtual environment. And finally, medical data analytics that work towards federating data. And there are some interesting projects starting, not yet in the area of psychiatry, but for example, there's a project federating stroke registries in Europe that is done on the basis of this technology. The medical informatics platform. And what eBrains, I would say, provides that goes above and beyond most of project platforms is what we began to call the eBrains knowledge loop. Namely, you start with the available data, you then do the modeling in order to obtain virtual data. You are then offered model validation tools and data inference tools in order to draw insights from your data. So that's why it's a loop, and that's why it's a knowledge loop as well. Now, I would like to finish with a few words about a new undertaking that was announced in
President von der Leyen's State of the Union address in September of this year, but one on which, to which we should clearly devote a lot of attention, and that's a call for the new European initiative on mental health. This is an example of a top-down initiative, so you clearly have bottom-up dynamics in policymaking where initiatives are born from the administration itself. This is an example of something working its way from the top down. So it's literally President von der Leyen's own initiative. So she asked for it, and it's now in the work program of the Commission as a flagship initiative for 2023. So I would treat it as a bit of a call to arms for our community, because the filling with content of this initiative has only just started. There have literally been a few meetings in the European Parliament and elsewhere to discuss what should be in it. Of course, this discussion is definitely not starting from scratch. Also at the European level, the Alliance for Mental Health of members of the European Parliament has been active for quite some time. They call for a comprehensive strategy. They want this to be cross-sectorial and cross-generational. So that's all very important. There are some ideas for legislative initiatives, for example, with regards to mental health in the digital world of work. But otherwise, the space is wide open for filling with content. So I think we should take this as a challenge. And that's where, and this will be literally my last words, that's where we go back to Brain Capital, because Brain Capital provides that systemic underpinning, which is so often needed in order to generate sufficient momentum at the policy level. And that's why I think we should also take close interest in how this initiative develops. Thank you so much. Thank you very much, Pavel, for this extremely interesting presentation and good news, I can see. So we're just in time, and we have 15 minutes for discussion, which can be en français and in English, as you wish. And I think we have microphones. So maybe, Pavel, while our colleagues are thinking about questions, may I ask you some more precision about the supporting infrastructures that you have described for data sharing? This is really key for Europe. And can you say a little bit more about that? Is this working? Yes, very good. With great pleasure. So there is a range of European research infrastructures. It's a bit of a specialty of the European Union to have created these research infrastructures which go beyond what every country provides on its own. And why is it so important to go beyond? It's because we have different specializations, right? In Europe, we rarely do everything. We try to do everything. We try to do a bit of everything, but usually we develop specializations. And for eBrains, that was really the logic also, in order to draw upon the expertise which exists in the different places. So, for example, our data curation team sits in Oslo because the Norwegian eBrains node has developed expertise in data curation. And when I say data curation, this is what happens when you want to deposit data on eBrains. You go through the curation process. So you have the experienced neuroscientist working with your data in order to make sure that it's of sufficiently high value so as to encourage data sharing as well. I mean, data sharing, as we know, is the sort of paradigm of the day. But there's also a never-ending struggle to encourage data sharing. Culturally, everyone is used to working with their own data sets. And in order to generate breakthroughs, we know very well that we need to go beyond that. But how do you incentivize that? Well, you can either put in the requirements for funding calls that data needs to be shared. This is increasingly happening.
in some countries, in Sweden, that's going to happen in 26, that all the data funded publicly will need to be shared. So that's the type of incentive which can come from the funding organizations. Our approach to this is that we want to encourage sharing by the quality of the tools that we offer. Namely, that we want scientists to come to eBrains because they are interested in what this research infrastructure offers in terms of extracting knowledge from data. Because we are not only a data platform, we go way beyond. We offer these curation facilities, so data is more easily findable also on eBrains than on other platforms. We can adjust the parameters to what you want to do with your paper, if you want to publish a pre-paper or not. And then you can also get access to a variety of other tools. So they start from brain atlases because they surely serve as a reference. I mean, we talked about deep brain stimulation. That's where brain atlases, of course, remain essential, and that's what we offer. So we create workflows for individual researchers and research groups, which are attuned to their particular needs. And then this knowledge loop is sort of a specialization of eBrains, where everything is put together and in particular modeling tools in order to extract insights. So that's eBrains. Of course, we are not the only sort of player in the field. There are other research infrastructures focused on other matters, on genomic data, or there are biobanks like BBMRI. eBrains is the domain-specific one, which is, I would say, also an indication because it's an EU-funded project, and I would say it's an indication of the investment which the EU is prepared to make in this field. And in that context, I would draw your attention also to the plans for the European Brain Health Partnership, which will be announced, touch wood, in December. I say touch wood because there is a document that the European Commission needs to adopt called the Strategic Orientation for the last phase of Horizon Europe. And that's where European Brain Health Partnership is most likely to be mentioned. So this will be the most sizable funding program at the European level in the years to come. It will be a co-funded partnership with member states. So Germany is stepping in to be the lead country for this Brain Health Partnership. France, by the way, is the lead country for eBrains, so we are very well endowed by the support of France for that purpose. But for the Brain Health Partnership, it's going to be Germany, but it will be a co-funded partnership from a variety of member states. And what will happen next year is that its strategic research and innovation agenda, as it's called, because I don't know if you're familiar with the partnership arrangement in Horizon Europe, but there are a few of them for what are seen as the main challenges. So there is a partnership on green hydrogen, for example. And it's extremely important that we are getting one in brain health. So the mental health issues will need to be covered there. And next year will be spent on developing the strategic research and innovation agenda. So we will need to translate all these good ideas that we have tried to mention already, and that will be mentioned during the day, into what needs to happen at the European level, mostly in this case. Thank you very much. Isabelle, en prévision de ce nouvel agenda, qu'est-ce que tu conseillerais comme élément de mesure de l'impact médico-économique de toutes les innovations? Donc il y a deux aspects, effectivement. Il y a comment est-ce qu'on mesure l'impact de la recherche, et vous avez vu tout à l'heure le chiffre de 37%. En fait, ça, c'est issu d'un travail de la RAND et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a regardé quel est le pourcentage de projets de recherche qui aboutissent à des recommandations de pratique, et comment la mise en œuvre de ces recommandations en situation de traitement
permettrait de modifier les dépenses de santé. Donc, ce sont des modélisations de la recherche. Donc, effectivement, le premier impact, c'est ça, c'est de regarder dans les travaux de recherche quel pourcentage, combien aboutissent à une modification des pratiques. Et comment cette modification des pratiques, et c'est là où effectivement avoir un point de départ sur le coût et les différents postes de dépenses peut aider, puisque comment cette modification des pratiques va entraîner une amélioration de l'espérance de vie, et donc ça vous avez vu qu'on peut le valoriser, et une réduction dans certains postes de dépenses, probablement une augmentation dans d'autres, et pour moi l'objet principal va être l'impact sur l'espérance de vie et la qualité de vie des patients. Et quid de l'implémentation, parce qu'on a vu qu'on était capable de développer toute une série d'innovations, mais pas de les implémenter. Ça, c'est vraiment le point crucial. Et moi, je trouve que dans la plupart des modèles qui disent voilà, pour faire de la prévention ou pour améliorer l'observance, ça c'est aussi un gros sujet en ce moment, c'est comment améliorer l'observance des traitements. En fait, on est beaucoup trop optimiste, c'est-à-dire qu'on dit ah bah tiens, pour le coût de l'amélioration de l'observance, c'est juste le coût du médicament en plus que les gens ne prennent pas. En fait, c'est pas vrai, c'est-à-dire que si les personnes qui ne prennent pas un médicament, c'est pas un hasard, et c'est pas comme si on randomisait dans un essai clinique, tiens, toi tu le prends, toi tu le prends pas. Donc les personnes qui ne prennent pas les médicaments, c'est en général souvent parce qu'il y en a trop, hein. Donc je pense que déjà un moyen d'améliorer l'observance, c'est de réduire la taille des ordonnances. Mais le deuxième point, c'est vraiment de comprendre pourquoi les personnes sont en dehors du système de soins. Et c'est ça qui coûte très cher. C'est pas du tout de faire des additions et des multiplications du coût des traitements plus quelques examens complémentaires. C'est de mettre en place ce qui va permettre que les personnes qui sont en dehors du système de soins rentrent dedans. Et ça, c'est à la fois c'est du côté de l'offre et du côté de la demande. C'est-à-dire que du côté de la demande, les personnes ne cherchent pas les soins parce qu'elles ont l'impression qu'on ne pourra rien faire pour eux. Et du côté de l'offre, il n'y a pas assez de médecins ou pas assez de professionnels de santé, on dit médecins, mais c'est un pied, hein. Pas assez de professionnels de santé qui vont dans la communauté récupérer les patients qui sont laissés de côté. Donc c'est ça qui coûte cher, hein. Ce qui coûte cher, c'est les moyens humains. Je pense que les médicaments, on se focalise beaucoup parce qu'il y a des thérapies hyper chères dans d'autres domaines que la psychiatrie. On se focalise beaucoup sur le prix du médicament. Je ne crois pas une seconde, hein. Je pense que ce qui est très cher, c'est pour progresser dans la prise en charge des patients, c'est les coûts humains. C'est la formation de professionnels et la mise dans la communauté de professionnels qui permettent d'aller récupérer des patients. Beaucoup de travail encore pour ça. Qui est-ce qui a une question? Des questions? Bonjour, merci beaucoup. Professeur Durand-Zaleski, les chiffres que vous nous avez partagés sont édifiants, et du coup la question que je me posais, c'est selon vous, à quel point aujourd'hui les politiques ont conscience de ces enjeux et vont effectivement un peu changer de braquet sur la façon dont on travaille ces sujets. Et en corollaire, dans votre graphique, on voyait bien qu'il y avait des impacts qui touchaient vraiment l'économie et les entreprises, avec des salariés qui sont soit absents, soit présents, mais pas vraiment là. Est-ce que le monde économique peut aussi jouer un rôle accélérateur dans la prise en charge de ces questions? Merci. Alors, comme je disais, c'est pas parce qu'une maladie coûte cher que ça alerte les politiques. Ce qui alerte les politiques, c'est effectivement montrer qu'on peut faire quelque chose. Et là, pour moi, c'est vraiment le travail que Marion fait depuis, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans, hein, de montrer ça. C'est-à-dire de montrer qu'il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et voilà quels seront les postes de dépenses qui s'amélioreront. Sur l'aspect entreprise, moi j'étais très contente d'entendre M. Svoboda dire qu'il y avait cette initiative. Effectivement, moi je trouvais ça, dans le domaine de la santé, il y a autant de personnes qui souffrent de problèmes psychiatriques que dans les autres domaines, et nous sommes très démunis. C'est-à-dire que ce
que moi j'aimerais bien, en effet, c'est de l'aide, parce qu'on nous demande de beaucoup travailler, de beaucoup produire. Quand nous avons dans les équipes des personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques, c'est certain que la production n'est pas tout à fait la même. Et donc, comment gérer ça? Là, pour moi, c'est vraiment parmi les outils très pratiques dont nous avons besoin. Sur la mobilisation du monde du travail, moi je trouve qu'il y avait une initiative dans le domaine de la prématurité aux États-Unis qui était vraiment très très intéressante, qui était The March of Dimes, qui était de montrer aux employeurs que s'ils ne prennent pas bien en charge les congés prénataux, bah, ça se passe très mal pour eux ensuite, parce qu'il y a plus de bébés prématurés et donc moins de femmes qui reviennent travailler quand on attendrait qu'elles reviennent travailler. Et c'est vraiment ça, c'est montrer aux employeurs que la mise en œuvre de politiques de prévention va leur bénéficier à la fin. Je dis, pour moi, l'exemple March of Dimes, c'est vraiment illustratif. C'est voilà, si vous mettez $1 là, enfin une dime hein, d'ailleurs en l'occurrence, voilà ce que ça va vous permettre de récupérer en termes de capacité productive. Question là-haut, en haut à gauche. Bonjour, Sophie Poteau. Je me pose la question de savoir si aujourd'hui, donc dans toutes les données que vous avez pour les problèmes de traitement, qui sont essentiellement des données cliniques et sociétales, vous avez suffisamment d'informations pour traiter le problème, ou est-ce qu'il faut aussi réimpliquer la partie de recherche fondamentale pour réalimenter un certain nombre d'hypothèses et aider à l'amélioration des solutions? Si je peux me permettre, la réponse est évidemment oui, et c'est tout l'objet du PEPR qu'on vient d'obtenir en psychiatrie, qui est de soutenir la recherche non seulement clinique, en continuant à construire des cohortes et en créant des grandes bases de données multimodales qui seront ouvertes à tous, bien sûr, mais aussi en faisant le lien entre la recherche fondamentale, dont on a grand besoin pour identifier des biomarqueurs, comprendre les mécanismes d'action, identifier des nouveaux pathways pour que des nouveaux traitements ciblent non plus les éternels monoamides, mais ciblent toute une série de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc ça, c'est un aspect de la recherche fondamentale, mais si on étend la recherche fondamentale aux autres aspects qu'on vient de décrire, qui sont tout aussi importants, on a besoin de convier toutes les facettes de la recherche pour améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être peut-on les traiter aussi pendant une brève pause qu'on va faire maintenant. Oui, on a d'autres questions, mais je crains que ça nous emmène un petit peu loin. On prend encore une question et puis ensuite une question et discuter. Coffee break. Voilà. Non, je vais faire le tour, pardon. Merci. Bonjour, Nicolas Glechnos de Nice. J'ai une question pour Monsieur Svoboda. Il y a une initiative en France qui s'appelle ELF Data Hub, et votre intervention m'a fait penser un petit peu à cette initiative. Il y a pas mal, à ma connaissance, de blocages en fait dans cette initiative, et je me demandais en fait si les projets européens dont vous avez parlé allaient être confrontés au même type de choses, j'imagine, et si vous aviez déjà réfléchi aux moyens pour lever ces verrous. Well, thank you very much for the question, first of all. And I think you are referring to the pilot project of the European Health Data Space, which the French Health Data Hub leads. So we are actually part of this consortium also as one of 3 research infrastructures. And it's a super important pilot to prepare the infrastructural basis for this greater accessibility to health data, because what is happening is 2 things. One is the legislative change, which needs to be put in place. I mean, for the system to work, you need to have new legislation in place that would enable
access to data based on a single data request. This access will be granted in a secure environment, so the law needs to decide what it means to have a secure data environment. We would ourselves, for example, hope that the secure environment that we are creating right now for this purpose also would be certified as one of those. But this needs to be decided. Basically, the question is what the vision will be. Will it be more centralized, or will it be more decentralized? Centralized meaning, will there be an effort to put as much data as possible on some platforms, be they national, probably national, because that's much easier. Or will it be decentralized, and will it follow more the approach where code visits the data, meaning the data will largely stay where it is, and the code, the algorithms would visit the data so as to then extract insights. So that's part of the discussion, which has two angles to it. One is legislative, and this is starting. The objective is for the system to be in place in 25. And then the second is infrastructural, where the French Health Data Hub is indeed leading the consortium, and it's doing a very impressive job in that. But it's very much to create the infrastructural basis. And the way this is meant to work is through a system of nodes that would enable access. So both sides of this equation are extremely important. Bien, si vous en êtes d'accord, on va faire une petite pause café et on se retrouve dans un quart d'heure à 11h30.